Écoutez, la présence de la Haute Autorité ce matin montre l'importance qu'on accorde aux associations. Quand on parle de système de santé, il y a bien sûr le système du gouvernement et des régulateurs, qui sont d'ailleurs maintenant en région aussi, hein, avec les ARS, mais il y a aussi les professionnels. Et le troisième, ce sont les usagers. Et on oublie souvent ce domaine des usagers qui est représenté par les associations. Et quand Alexandre Bios-Duplan m'a demandé de venir aussi aujourd'hui, c'est pour marquer l'importance qu'on accorde aux associations, et je dirais à toutes les associations, c'est-à-dire non seulement les associations agréées, qui sont des associations qui participent par définition et par statut à la vie des institutions de régulation ou des agences comme la nôtre, mais aussi des associations comme les vôtres qui jouent un rôle très important et qu'on souhaite aider dans la mesure de nos moyens. Ouais, on ne crée pas d'emploi, ceci dit, nous, hein, je suis désolé. Par contre, quand vous avez une rivalité entre des structures subventionnées qui créent des emplois et une association, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Hein, juste ça. Quand on crée des espaces cancer, il faut que ce soit des espaces accueillants à tout le monde. Du point de vue de la HAS, pour nous, c'est très important que les espaces qui sont créés, comme les réseaux, les espaces, etc., puissent donner le lien avec ce qu'on appelle, nous, le monde communautaire, c'est-à-dire le monde des associations. Et il y a probablement là un problème de gouvernance. Alors, je vais vous... On pourra y revenir si vous voulez. Si vous voulez passer, je suis désolé, je vais vous mettre à contribution pour passer les diapositives. Donc moi, j'ai essayé de vous montrer quelques petites choses sur les droits des associations et la façon dont très concrètement vous pouvez jouer un rôle. Alors la première chose, c'est qu'il faut penser que les usagers peuvent attendre des services, ont le droit à des services de la part du système. Je vous en ai mis ici quelques-uns que je ne vous lirai pas, ça serait trop long, mais c'est une diapositive qu'on utilise très régulièrement dans tous les milieux où on intervient. Demain, je vais au congrès de médecine générale pour participer à une table ronde sur le troisième plan cancer avec Agnès Buzyn notamment. Et je passerai aussi cette diapositive parce que pour les généralistes, c'est important qu'ils sachent que le système de santé doit rendre des services. Et parmi ces services, vous voyez qu'il y a l'accès aux services communautaires, en troisième service avant la fin, qui est un service important. Parce que dans le monde des maladies chroniques, dont je m'occupe à la Haute Autorité de Santé, et le cancer est une maladie chronique, hein, on travaille avec l'INCa, on a un partenariat organisé avec l'INCa là-dessus, c'est très important. Alors, les autres services, je suis sûr que ça vous parlera, bien sûr, il y a un peu de jargon là-dedans. La gestion proactive de la santé, par exemple, c'est probablement un jargon, mais ça veut dire qu'au lieu d'agir en réaction à un événement de santé, on souhaite qu'on ait une attitude d'anticipation. C'est-à-dire de dire, par exemple, quand on a terminé la phase active du traitement d'un cancer, voyons ce qui va se passer après pour que tout se passe bien, pour traiter les séquelles éventuelles et pour éviter les récidives. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et qu'on peut proposer, qui ne sont pas toujours des médicaments d'ailleurs, comme vous savez. Je vous donne cet exemple. Alors on va passer à la diapositive suivante. Alors vous m'avez demandé de vous montrer ce que c'est que la Haute Autorité de Santé. Je pense que si vous appuyez encore sur le bouton, ça va donner la signification des acronymes qui sont toujours un petit peu difficiles. La Haute Autorité de Santé, c'est une structure qui est indépendante. C'est-à-dire que nous faisons à peu près tout ce que nous voulons. Nous ne sommes pas une agence de l'État. Nous ne recevons pas d'ordre à proprement parler du ministère de la Santé. Enfin, il y a une certaine limite quand même, ils nous demandent des choses. Hein. Il faut bien qu'on rende des services à l'État. Mais c'est depuis 2004, depuis l'été meurtrier de la canicule, la Haute Autorité de Santé a été créée comme une agence indépendante qui rend des avis, propose des référentiels de façon libre. Et elle est présidée par un collège de 8 éminents professeurs de médecine, mais pas toujours. Il y a quelquefois aussi des économistes. Il y a 7 hommes et une femme. Bon, la prochaine fois, je ne sais pas si on regardait la femme, parce que c'est comme une anomalie, donc c'est une façon de s'en sortir. Mais... Hein? Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien provoquer là-dessus, mais il y a 7 hommes et une femme, et ces collégiens sont nommés par le président de la République et par le président
des deux chambres, du Sénat et de la Chambre des députés, pour 6 ans, et ils sont inamovibles. Et puis, vous avez les services, et les services du côté droit, eh bien, vous avez les gens qui s'occupent avec services, vous voyez, moi je travaille à la DAX, qui est le service qui s'occupe de l'amélioration des pratiques, les recommandations, etc., etc. Mais il y en a d'autres qui s'occupent de l'évaluation des médicaments, donc chaque fois qu'il y a un scandale, vous pouvez penser à nous. Et puis, la dernière colonne, c'est la colonne des commissions, et ces commissions ont une existence légale et rassemblent l'ensemble des acteurs de la santé, alors à la fois les régulateurs, il y a des gens du gouvernement, du ministère, il y a des gens des agences de santé, il y a l'ensemble des professionnels, hospitaliers et libéraux, et puis il y a des usagers dans ces commissions, sauf dans une, parce que ce n'est pas encore prévu par la loi, qui est la commission de la transparence. Et c'est un peu embêtant, parce que la commission de la transparence, c'est celle qui rend des avis sur les médicaments. Est-ce que les médicaments ont un bon service médical rendu, et ça conditionne leur inscription à la nomenclature pour qu'ils soient remboursés ensuite. Et ceci va évoluer prochainement. Il y aura aussi des représentants des usagers à la commission de la transparence. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, cette anomalie sera réglée. Alors, dans l'ensemble de nos instances, les usagers sont présents. Par exemple, à la direction de l'amélioration de la qualité, où je travaille, dans le service des maladies chroniques, nous travaillons avec des groupes de travail. Par exemple, lorsque nous faisons avec l'INCa un guide sur un cancer, nous avons une gamme de guides sur différents thèmes de cancer que nous actualisons. Il y a un groupe de travail. Dans ce groupe de travail, il y a toujours des représentants des usagers. Alors, en priorité, nous demandons aux associations agréées, puis aux associations en cours d'agrément, et puis ensuite à toutes les associations. Dans les groupes de travail, c'est comme ça que ça se passe. En général, il y a 2 ou 3 représentants sur une quinzaine de membres. Ça pourrait être plus, mais on n'a pas toujours de possibilité de trouver beaucoup de représentants, je dois vous le dire. Et dans les commissions, ça ne peut être que des associations agréées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Haute Autorité de Santé, qui a donc un rôle à la fois d'évaluation et de dire comment il faut faire pour que les soins soient de qualité, en sécurité. Et puis maintenant, il y a une nouvelle dimension qui est l'efficience. Alors l'efficience, c'est à résultat égal, choisir le traitement qui coûte le moins cher. Et c'est une préoccupation qui nous est maintenant imposée, mais qu'on croit justifiée, parce que lorsqu'on ne va pas gaspiller d'argent, on pourra l'utiliser peut-être pour autre chose. Si vous voulez la suivante. Alors, je vais vous parler de 2 choses essentiellement. Les guides que nous faisons, qui sont des guides qui sont destinés, comme vous voyez, aux professions médicales, mais aussi aux patients. Ces guides, on a couvert l'ensemble du champ des cancers depuis 4 ou 5 ans. On va continuer à les actualiser. Sur les guides patients, moi je serais intéressé par savoir si vous les avez lus, si vous êtes intéressé, parce que pour nous c'est un gros travail. On n'est pas absolument persuadé que leur format corresponde à l'information que vous souhaitez. Et une des questions que nous avons actuellement en débat, avec l'INCa d'ailleurs, c'est s'il ne serait pas préférable de proposer des fiches d'information ciblées qui puissent être données aux usagers aux différents moments où ils en ont besoin d'informations. Parce que l'information, c'est quelquefois orale, mais c'est bien aussi d'avoir des petits documents de référence. On a l'impression que les guides patients sont un peu généraux, c'est un gros travail pour nous, c'est 8 ou 10 pages. Et que au départ, ça devait être donné chaque fois qu'une personne a le 100% par les médecins de l'assurance maladie. En fait, ils ne le font pas. Donc, on peut pas, vous le faites, mais eux ne le font pas et c'est leur mission. Hein. Et donc, on n'est pas sûr de continuer. Mais on pourrait peut-être, mais c'est une discussion qu'on peut avoir. Alors, ces guides vont changer parce qu'ils sont des fois un peu longs, même pour les professionnels. Et puis, vous savez maintenant que nous n'imprimons plus rien. Si vous voulez avoir des documents de la HAS, il faut aller les télécharger sur le site. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation des documents. Je trouve que c'est bien, hein, ça protège les forêts, puis ça évite de caler les armoires avec des documents qu'on a imprimés en grand nombre. Mais il faut avoir Internet, bien évidemment. Si vous voulez passer à la suivante, je vais vous montrer 2 petites choses qui sont nouvelles. La première chose qui peut vous intéresser, c'est que nous pensons que pour que nos recommandations, nos guides, nos conseils soient utilisés par les professionnels, il faut que ce soit dans leurs logiciels médicaux. Aujourd'hui, quand vous allez chez les médecins, à l'hôpital ou en ville, ils ont des systèmes d'information dans lesquels ils mettent les informations qu'ils reçoivent des laboratoires, qui saisissent eux-mêmes concernant votre dossier.
ben, nous pensons que les documents de l'HAS doivent être utilisés par les médecins au moment de la consultation sous forme de mémo, d'alerte. Et c'est comme ça que nous allons travailler maintenant pour nos guides, de façon à les rendre plus appropriables par les médecins, car nous savons bien qu'ils ne font pas toujours ce qu'on dit. Je sais parce que je suis médecin aussi. Pour cela, il va falloir que les médecins acceptent de saisir, non pas au kilomètre, parce que si vous avez un médecin qui saisit au kilomètre, vous voyez, vous avez déjà vu un médecin devant l'ordinateur, là, et puis il saisit ce que vous lui dites comme ça, il ne pourra jamais s'en servir, parce que c'est du texte. Mais on ne peut pas se servir d'un texte pour savoir si on a fait tel examen ou si on a parlé de telle chose. Pour qu'un renseignement soit utilisable, il faut qu'il soit saisi sous forme codée. Donc on pense qu'avec 4 ou 5 mots codés, on peut appeler la plupart des usages en termes d'aide à la pratique. Et ça va être le travail de l'autorité de santé dans les années qui viennent de définir environ entre 100 et 150 mots que les médecins vont saisir de façon codée. Douleur, par exemple. Il faut que ça soit saisi de façon codée, de façon qu'on puisse appeler, quand on a saisi douleur, un mémo pour savoir quels sont les traitements et qu'est-ce qu'on peut faire et si on a dit ce qu'il fallait dire à la personne. La suivante. Alors là, il faut vous appuyer parce que c'est diapositive avec effet, comme ça on verra tout. Si vous appuyez plusieurs fois, je suis désolé. Alors, il y a une autre méthode qui peut vous intéresser, qui va nous servir à ce que les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les kinés, s'approprient nos recommandations. C'est la méthode du patient traceur. Et c'est une méthode qu'on propose aux professionnels de santé pour leur formation continue. Vous savez que depuis cette année, la formation continue est obligatoire. Vous pouvez être surpris de savoir que c'est juste depuis cette année, mais enfin, jusque-là, un médecin pouvait très bien passer 40 ans sans jamais se former. Ce n'est pas le cas. La plupart d'entre eux se forment. Enfin, il y en a qui se forment beaucoup et d'autres qui ne se forment jamais. Mais maintenant, c'est obligatoire. Et parmi ces méthodes, ce que nous lui proposons, c'est la méthode du patient traceur qui va être utilisée aussi à l'hôpital pour ce qu'on appelle la certification. Ça fait partie des rôles de l'autorité de santé de donner finalement un agrément à l'hôpital comme quoi il fait bien les choses selon un certain nombre de critères. Mais nous nous sommes dit on peut sortir aussi en ville. Alors la méthode du patient traceur, je vous explique très simplement parce que ça va vous concerner. Un médecin choisit une personne qui soigne et parce qu'elle a eu un trajet de santé, un parcours de santé, par exemple dans le domaine prenons le cancer du sein. Quelqu'un qui a été traité du cancer du sein, et puis au bout d'1 an de traitement, son médecin va dire je vais m'intéresser à son dossier. Et il va reconstituer son parcours, est-ce qu'il a été hospitalisé, quel traitement elle a eu, qui elle a rencontré, d'après son dossier, les lettres qu'il a reçues. Et la deuxième façon de reconstituer le parcours, c'est d'avoir un dialogue avec elle. C'est-à-dire qu'il va lui proposer un rendez-vous, et il va lui demander ce qui lui est arrivé depuis 1 an, et quel est son ressenti sur son parcours. Comment elle a été traitée, qu'est-ce qu'elle en pense. Et on va demander à 3, 4, 5 médecins de faire ça ensemble, chacun choisissant un patient. Et ensuite, on va leur demander de se rencontrer à 2 reprises pour mettre ensemble leur expérience et d'inviter à ces réunions les autres personnes qui ont été vues par leurs patients. Les infirmiers, les médecins hospitaliers, les oncologues, les kinés par exemple, les laboratoires, les pharmaciens. J'oublie toujours les pharmaciens. Et à la suite de ces réunions, ils pourront faire une synthèse de ce qui peut être amélioré dans le parcours des patients. Par exemple, est-ce que les lettres arrivent à temps? Est-ce que les informations sont données aux patients sur leur état, etc. etc. Alors voilà, cette méthode du patient traceur, finalement, elle a recours aux patients. Alors je trouvais que c'était intéressant de vous la présenter parce que c'est un petit peu plus peut-être amusant que les réunions où les gens vont écouter la bonne parole. Voilà, alors je vais vous parler maintenant si vous voulez passer à la suivante. Oui, mais celle-là, il faut l'oublier, voilà. De la bientraitance, puisque c'est le sujet dont on avait parlé quand vous m'avez appelé. Donc c'est un autre sujet qui, à mon avis, intéresse beaucoup les associations à la bientraitance. Alors je ne vais pas vous dire ce que c'est que la maltraitance ou la bientraitance, vous le savez sans doute mieux que moi, mais c'est un sujet sur lequel la Haute Autorité de Santé a décidé de s'investir. Là, vous êtes allé un peu vite. Vous avez passé la diapo d'après. Merci. À travers... parce qu'on trouve que
nous, on s'occupe de la certification des hôpitaux. La bientraitance, c'est à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des experts visiteurs de la HAS qui périodiquement vont visiter les hôpitaux, publics ou privés, pour vérifier qu'ils sont conformes à un certain nombre de critères de bonne conduite sur les traitements, comme sur l'accueil des patients, comme sur la correspondance avec l'extérieur, etc. C'est ce qu'on appelle l'expert visiteur. Et quelquefois, on a vu que l'expert visiteur était content, mais qu'on avait des plaintes des patients disant dans cet hôpital, on n'est pas bien traité. Pas au point de vue médical, au point de vue accueil. Et on a donc décidé de travailler là-dessus en mettant un critère de la certification qui oblige à organiser, qui conseille, c'est pas obligatoire, qui conseille aux hôpitaux d'organiser des procédures pour que les patients soient bien traités. Et on a produit pour cela des outils de formation pour les personnels hospitaliers et une charte de la bientraitance que je vais vous présenter rapidement. Alors cette fois-ci, vous pouvez y aller. Donc la bientraitance, ce n'est pas que la maltraitance, c'est toute une série de choses qui englobent tout ce que je vous ai marqué là. On va peut-être mieux le voir sur la diapositive suivante. Voilà, ça fait référence au respect des droits et des libertés de l'usager, aussi à son écoute et à la prise en compte de ses attentes. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément l'absence de maltraitance, c'est un peu plus que ça. Et ça repose sur la formation et la mobilisation des personnels, aussi la gouvernance de l'hôpital ou de la clinique. Et puis, ce que j'ai entouré, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas la participation des usagers, et c'est là le rôle des associations d'usagers. Et c'est un rôle extrêmement important qui est maintenant donné au sein des institutions aux associations. La suivante, s'il vous plaît. Alors, d'ailleurs, vous voyez, parmi les outils que nous proposons, regardez, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais oui, c'est une copie du site. Quand on va sur bientraitance, quand on est directrice des soins dans un hôpital ou directeur d'hôpital, on peut disposer des outils de formation de son personnel. Et il y a un de ces outils qui fait, vous souhaitez profiter d'une réflexion sur la promotion de la bientraitance pour démarrer ou continuer une collaboration avec les associations présentes dans votre établissement et avec les représentants des usagers. Donc c'est une possibilité qui est maintenant ouverte aux directions et qu'on souhaite promouvoir. Alors c'est 2013, hein, ça c'est aujourd'hui. Allez-y. Et parmi ces outils, il y a donc la possibilité d'avoir une charte de la bientraitance qui a été faite par la HAS en collaboration avec des associations de formation qui sont regroupées au sein d'une fédération qui s'appelle la FORAP. Et là, c'est une des associations de cette fédération, qui est l'association RECA en Normandie, qui l'a fait avec la HAS. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour la bientraitance. Alors, on ne va pas non plus je vous laisserai le diaporama de toute façon, mais on ne va pas non plus les détailler. Allez-y. Ce qui est important, c'est que cette charte, en fait, elle se présente en deux colonnes. Il y a ce qu'il faut faire, et puis la colonne d'à côté, c'est qu'est-ce que va faire le service, qu'est-ce que va choisir le service comme action à mettre en œuvre dans les semaines qui suivent. Et ce document doit être affiché à plusieurs endroits dans le service. Et la discussion autour de ce document doit être périodiquement organisée dans ce qu'on appelle des comités de bientraitance qui réunissent le personnel et des représentants d'usagers. Et ces comités de bientraitance sont alternativement présidés par les usagers et par le personnel. Alors c'est quelque chose qui démarre, mais il est évident que c'est une voie qui vous est ouverte pour participer de façon institutionnelle à l'amélioration des conditions de vie et d'accueil. Ces phénomènes de bientraitance sont également discutés de façon plus institutionnelle au sein de l'établissement, de façon statutaire maintenant, et réglementaire au sein des CRUC. La dernière diapositive, donc la 13e, c'est une nouvelle. À partir de novembre 2013, nous aurons un site internet spécifique qui sera ouvert à tout le monde, sur lequel nous présenterons les résultats de la certification sous forme d'indicateurs. Alors, je ne sais pas si vous lisez dans les journaux les classements d'hôpitaux, vous savez, ceux qui sont les meilleurs, etc. etc. Bon, c'est intéressant, hein, moi je ne dis pas que c'est nul, mais enfin bon, les critères sont ce qu'ils sont. Nous n'allons pas faire de classement. Nous allons simplement dire l'hôpital de Vannes ou l'hôpital d'Auray ou l'hôpital de Rennes, sur les principaux critères de qualité que nous demandons de respecter dans la procédure de certification, voilà ces résultats. Et ceci pour tous les établissements de soins français qui auront satisfait ou pas satisfait aux critères de certification, de façon à ce que les usagers puissent savoir à quoi s'attendre. C'est ce qu'on appelle la publication des résultats de la qualité. Et ça ne veut pas dire, on va essentiellement s'intéresser aux procédures, hein, ce qui est mis en œuvre pour que les critères de qualité des soins soient respectés.
Est-ce que par exemple, là je vous ai présenté cette carte qui est, c'est une carte qui n'est pas par hôpital, c'est quelque chose qui est provisoire, France entière, dans les régions, le nombre d'hôpitaux en vert qui satisfont aux critères d'évaluation et de prise en charge de la douleur. Et vous voyez qu'il y a des régions où on fait moins bien que d'autres, par exemple. En Pays de Loire, on fait très bien, il y a beaucoup de vert, et en Bretagne, on fait un peu moins bien. Il y a des jaunes où ça marche moins bien. Et en Corse, c'est pas bon du tout. Non, la Corse, c'est pas terrible, mais... Et encore, je vous ai pas mis la Guadeloupe ou les Antilles, où là, il y a exceptionnellement des cases rouges, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas répondu. Mais oui, non, il ne faut pas aller dans les îles, c'est sûr. Mais pour d'autres choses, on y va. Voilà. Donc, la Corse est un peu spéciale au point de vue sanitaire. Je vous en parlerai si vous voulez un jour. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'au fond, la Haute Autorité de Santé s'intéresse beaucoup à promouvoir un rôle institutionnel des usagers. Ça ne doit pas faire perdre le caractère bénévole et communautaire des services, mais il est indispensable d'organiser la collaboration des usagers au sein des établissements pour que les choses se passent mieux, sinon ça ne se passera pas mieux, bien évidemment. Moi j'ai pu remarquer que dans ma carrière, chaque fois que je suis diabétologue, hein, donc jusqu'il y a 1 an et demi, j'avais une activité à l'hôpital, à Corbeil-Essonnes, en tant que praticien hospitalier, et j'étais également, mais depuis très longtemps, je suis membre d'une association qui s'appelle l'AFD, j'ai même contribué à créer leur département, enfin leur section, et on avait des usagers diabétiques qui venaient parler des fois dans le service ou dans des réunions de médecins. J'ai remarqué que la parole des soignants n'était pas la même en présence des usagers. Vous l'avez remarqué aussi sans doute, enfin, sauf que vous ne savez pas quand vous n'êtes pas là ce que c'est. Donc on ne se discute plus de nos petits problèmes de façon pareille, ça nous permet de prendre un peu de hauteur quand même. Donc, voilà. Donc, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut pousser. Merci Voilà. beaucoup. Merci.